Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre émission dominicale Zone Franche. La commémoration du 35e anniversaire de la Conférence nationale du Bénin est un moment, vous le savez, charnière pour la nation, offrant une opportunité de réflexion profonde sur son parcours démocratique. Dans ce contexte, l'initiative du Parti Union progressiste Le Renouveau de saisir cette opportunité pour faire le bilan de ce qu'il en reste, afin de cette prodigieuse promesse d'engager le Bénin sur une nouvelle voie en 90, pour ne pas paraphraser le président du parti UPR, paraît assez évocatrice. À la faveur de cette rencontre, les membres de cette formation politique ont exploré en profondeur les fondements de la conférence nationale, ses réalisations ainsi que les défis persistants de la démocratie béninoise. Au cours de cette émission d'une heure, nous analyserons les recommandations issues de ce colloque axé sur le thème, je cite, « Les systèmes démocratiques en Afrique, le cas du Bénin 35 ans après la conférence nationale ». Eh bien, notre invité Gérard Bononchi est membre de la haute direction du parti UP Le Renouveau, député à l'Assemblée nationale. Il est par ailleurs le président de la Commission des finances. Il a participé de bout en bout à ces travaux. Gérard Bononchi, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Merci d'accepter notre invitation sur Zone Franche. C'est toujours un plaisir. Voilà. Éric Guédenon, bonjour. Bonjour Franck Arnoux, bonjour à nos amis téléspectateurs. Honorable Gérard Bononchi, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes membre de la haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau, mais aussi député à l'Assemblée nationale. Le sujet principal de notre émission, c'est bien entendu vos travaux, ce colloque scientifique que vous avez organisé dans le cadre de la célébration des 35 ans de notre conférence nationale. Mais nous allons commencer par des sujets d'actualité. L'audit du fichier électoral a connu un pas assez important cette semaine. Le gouvernement a débloqué le financement dont le comité a besoin pour auditer le fichier électoral. Dites-nous, du côté de l'Union progressiste Le Renouveau, doit-on auditer le fichier électoral? Merci beaucoup, chers amis journalistes de Canal 3. Je ne puis commencer cette émission sans avoir une pieuse pensée pour nos camarades qui nous ont quittés en étant sur le champ de bataille, le champ de service à la nation. Ils sont tombés les armes à la main, on dirait. Je veux nommer le ministre Yves Kouaro et aussi le préfet du Zou, Firmin Couton. Je m'incline devant leur mémoire au nom de la République, au nom de mon parti Union progressiste, Le Renouveau, que leurs âmes reposent en paix. Alors, l'audit du fichier électoral. Oui, c'est un sujet d'actualité. J'ai vu le président de la République recevoir le comité de pilotage de ce audit. Mais vous savez aussi que au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau, nous avions en temps reçu le collectif le cas de concertation des partis d'opposition, des partis de l'opposition à ce sujet. Et puis à l'occasion, l'Union progressiste Le Renouveau avait affiché sa position par rapport à ce qui est appelé audit du fichier électoral. Il est clair, nous avions dit que à ce jour, nous savons que nous n'avons plus ce qu'on appelle fichier électoral aujourd'hui. Nous avons, avec les lois que nous avons votées aujourd'hui, le répertoire national des Béninois, de tous les Béninois, qui soient de 0 jusqu'à X âge, qui sont dans ce répertoire. Et à l'approche de chaque élection, l'ANIP extrait de ce répertoire la liste électorale. Vous savez que la liste électorale, pour être électeur, la loi a fixé des critères, des conditions d'âge. Et aussi, il faut que ce soit rien que les vivants. Donc, il faut que les gens ne soient pas frappés d'interdiction d'exercer leurs droits civiques. Alors, la liste est extraite par la NIP et mise à la disposition de la Sénat. Donc aujourd'hui, et puis la loi a prévu le mécanisme par lequel, à l'extraction, les partis politiques sont invités
à vérifier, à inviter leurs militants à vérifier s'ils figurent sur cette liste et à demander la correction de leurs données personnelles, à demander des transferts pour pouvoir exercer leur droit de vote où ils le souhaitent. Donc voilà, le mécanisme et le processus est clair pour nous. Donc, parler encore de fichier électoral aujourd'hui, nous avions dit au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau que, étant donné qu'il n'existe pas de fichier électoral, étant donné que depuis un certain nombre d'années, les élections au Bénin, nous savons, sont crédibles. La Sénat, qui organise les élections, a toujours conduit le processus électoral sans heurts. La dernière liste électorale a été affichée. Les partis politiques ont exercé leurs droits, ce qu'ils doivent faire, ont fait tout. Et nous sommes allés aux élections. Et même tous les partis politiques qui ont participé à ces élections, je nommais l'Union progressiste, Le Renouveau, le Bloc républicain, les démocrates, ont eu des députés. Ceux qui ont rempli les critères pour avoir, les conditions pour avoir des députés, ont eu des députés. Donc, pour nous, au vu de tout cela, nous avons dit que pour nous, effectivement, et au regard de la loi, c'est légal, il n'y a pas de fichier électoral. Mais le chef de l'État, lui... Avant de voir la position du chef de l'État, c'est Oui. qu'en termes clairs, l'Union progressiste Le Renouveau ne se retrouve pas dans cette démarche de toiletter le fichier électoral. Alors, selon vous, d'où vient cette idée? Ben, vous devez aller poser la question à ceux qui ont émis cette idée, pas à nous, puisque nous n'avons pas émis cette idée. Et vous-même, vous êtes des journalistes, si vous allez lire la loi, le code électoral, vous allez voir aujourd'hui que nulle part, dans le code du premier article jusqu'au dernier, il n'a jamais été question d'un quelconque fichier électoral. Donc, ce qui n'existe pas, pour nous, on ne peut pas l'auditer. Alors, si votre position est si argumentée par les éléments que vous évoquez, est-ce que cela a échappé à l'attention du chef de l'État, qui Non, en plus je ne pense est pas. disponible à accompagner le processus Non, moi, je de pense- toilettage, à financer ce processus? Moi, je comprends bien la position du chef de l'État. Vous savez que à chaque fois qu'on fait des élections, les gens s'arc-boutent sur de petits détails pour pouvoir, après, remettre en cause les élections, critiquer, revendiquer. Le chef de l'État, certainement, ne veut pas que quiconque trouve après un alibi pour critiquer les élections, pour remettre en cause les élections. Vous pensez que le toilettage du fichier électoral, c'est un petit détail dans un processus électoral? C'est ce que vous voulez dire? J'ai dit que ceux qui s'arc-boutent sur de petits détails, bon, que ceux qui veulent critiquer cherchent des poux sur la tête de ceux qui n'ont pas de cheveux, Ben, souvent. Pour votre gouvernement, le chef de l'État, lors de cette rencontre avec le comité de pilotage, a dit s'il n'y trouvait pas d'intérêt et qu'on le connaît très bien, il n'aurait pas accédé à ce que demande... Bien sûr, le cas de l'intérêt... Il y a un grand intérêt. Bien sûr, et je vous ai dit l'intérêt. l'intérêt. L'intérêt, c'est que à terme en 2026, que nul ne trouve l'occasion de critiquer les élections, de contester les élections. Voilà, c'est un grand Rien intérêt. que pour ça que... Rien que pour ça, on peut dépenser tout ce qu'il faut pour que demain, personne ne trouve à contester les élections. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, excusez de peu, de désinvolture dans le rang des partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, du moment où le chef de l'État, lui, tout un intérêt à la chose, il s'y investit, il a même appelé son gouvernement à financer la chose, mais vous, de votre côté, vous gardez toujours votre position qu'il n'y a pas de fichier électoral, il existe un répertoire où il y a des Béninois d'où on peut extraire la liste en temps opportun, ou c'est des calculs politiques, des choses que vous nous cachez finalement à la mouvance. Nous, au niveau de notre parti politique, nous ne sommes pas l'exécutif. Même si nous soutenons l'action du gouvernement, nous ne sommes pas l'exécutif. Et l'exécutif, avec à sa tête le chef de l'État, est garant donc de l'unité nationale et le président de la République est présent pour tout le monde, tant pour les partis de la mouvance que pour les partis de l'opposition. Alors, et il est garant du bon déroulement du processus électoral. Il s'assure que les élections se passeront dans la transparence. Il s'assure que demain, le processus électoral qui sera conduit sous sa gouverne
que personne ne trouve à rien à dire pour contester ces élections. Donc, l'exécutif est dans son droit, mais ce n'est pas parce que l'exécutif est dans son droit que les partis politiques doivent s'allier. Nous, à notre niveau, au niveau de notre parti, je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons pas dit en l'air qu'il n'y a plus de fichier électoral à auditer. Je vous ai dit qu'on se base sur le code électoral. Et si vous revisitez le code électoral... Et pour vous, ça ne pose aucun problème que le chef de l'État, qui est le patron de la majorité présidentielle... Je vous ai dit tout à l'heure ce qui peut l'amener à se comporter ainsi. Et c'est justifié, je dis, si lui, le chef de l'État, prévoit que en 2026, personne ne conteste les élections, que nous puissions faire les élections et que le meilleur remporte, que personne ne conteste, alors ce serait bien. Donc, vous ne pouvez pas participer à ces travaux, alors? Nous sommes un parti politique, je vous ai dit. Oui. Ce n'est pas le rôle d'un parti politique d'aller soutenir un autre parti ou bien d'autres partis de l'opposition dans ce qu'ils ont imaginé. Nous sommes un parti politique responsable. Et je vous ai dit tout à l'heure que nous ne pouvons pas, les yeux fermés, dire que nous soutenons, alors que nous savons qu'il n'existe pas de fichier, il n'existe plus de fichier électoral. Pas de critique en 2026 après les élections. C'est ce que vous voulez enseigner à ces partis d'opposition qui ont réclamé... Ce n'est pas nous qui leur enseignons quoi que ce soit. Je vous ai dit que ce n'est pas nous qui leur avons apporté l'idée d'auditer le fichier électoral. Si ils n'ont pas confiance, c'est qu'en 2026, vous ne voulez pas entendre de bruit après les élections. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi et ce n'est pas mon parti politique. Je parle de l'exécutif parce que ce n'est pas nous, l'Union progressiste, le renouveau aujourd'hui, qui finance l'audit du fichier électoral. C'est l'exécutif avec à sa tête le président de la République. Et le jeudi, le président de la République, pour lui, il veut s'assurer que demain, personne ne trouve. Si vous l'avez suivi, quand il les a reçus, si vous les avez suivis, vous saurez, vous déduirez cette préoccupation. Il veut s'assurer que demain, personne ne trouve à dire qu'après les élections. Honorable Gérald Benourchi, vous faites bien la démarcation entre l'exécutif et le rôle que vous jouez en tant que parti politique, ce qu'on vous a vu rarement dans ce genre de posture, où vous vous opposez, n'est-ce pas, à la démarche du chef de l'État. Pensez-vous justement que si, selon le chef de l'État, l'objectif c'est de taire les critiques au lendemain des élections générales, est-ce que toiletter le fichier électoral seul suffit pour crédibiliser le processus? Je vous ai dit que nous ne nous opposons pas à la position de l'exécutif. Nous avons affirmé notre position en tant que parti politique par rapport à ce qui est demandé par une partie de la classe politique, à savoir les partis d'opposition. Et nous disons, nous ne faisons pas la même lecture que ces partis politiques. Mais le gouvernement, lui, il est dans une autre posture et il a une autre lecture. La lecture, même si ils ne sont pas fondés, il ne veut pas que demain, des gens trouvent des alibis pour dire c'est parce qu'on n'avait pas audité le fichier électoral aujourd'hui, on conteste parce que la liste ne serait pas fiable. Il ne voudrait pas que demain... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exécutif est sûr de la liste électorale, est sûr de ce qui est fait au niveau de l'ANIP, et c'est qu'ils n'ont qu'à aller fouiller. Ils ne trouveront rien à dire. Et même s'ils trouvaient à dire, ils sont disposés à permettre que ce soit corrigé. Mais nous, j'ai dit que nous n'avons pas de grief contre ce qui est en place. D'autant plus que nous avons participé successivement à des élections, et c'est sur la base du dispositif en place que nous avons remporté les élections, tant communales que législatives successivement. Donc ça veut dire, au regard de la loi, nous n'avons rien à reprocher au dispositif qui est en place. D'accord. Vous gardez une distance entre les travaux qui seront faits dans le cadre de cet audit, mais le comité de pilotage, vous connaissez les membres, puisqu'on les a tous vus à la télé. Est-ce que la Constitution, vous, de votre regard, est-ce que cela vous rassure du travail qui sera fait? Alors, on dit... que le chef d'État a insisté qu'il ne souhaite pas que le comité soit utilisé à des fins politiques. Je vous ai dit tout à l'heure que notre position au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, c'est qu'il n'existe pas de fichier électoral à auditer. Alors, pour ceux qui ont intérêt, ceux qui disent qu'il y a un fichier électoral à auditer, et
qui ont mis en place leur comité de pilotage, n'allez pas me demander de vérifier si les personnes qui occupent ces postes sont crédibles. À partir du moment où l'opération est financée, ça devient quand même un sujet d'enjeu national. Mais oui, s'ils n'ont pas pris, des personnes responsables, vous savez que l'argent public, si vous le dépensez n'importe comment, alors vous devez vous attendre à en répondre demain. Justement, et c'est la question qu'on vous pose. C'est pas une menace, je dis, c'est une réalité. Les profils de ces gens-là que vous avez vus dans le comité, Jean-Baptiste Elias. Mais je sais, mais je ne connais pas tous. Je ne les pratique pas. Jean-Baptiste Elias, je le connais de loin. On n'est pas des amis. Mais je sais. Et il a dit au chef de l'État, je l'ai entendu dire, qu'il ne fera rien qui ne soit au service de la République. Bien, je le crois. Mais je ne peux pas attester... Ça vous rassure au moins? Non, pourquoi ça va me rassurer? Je dis, je ne m'associe pas à ce qui est en train d'être fait, mais je ne condamne pas dans ce qui est en train de faire au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous ne nous associons pas, mais nous ne condamnons pas. Alors, nous nous rapprochons petitement du sujet à l'ordre du jour. Oui. Allez, 35 ans après, on continue d'interdire des manifestations de partis dans notre pays. Qu'est-ce que cela vous inspire? 35 ans après, je vous ai dit que... Après la conférence. Oui, 35 ans après la conférence des forces vives de la nation, vous dites qu'on continue d'interdire des manifestations de partis publics, de partis politiques. Vous savez que nous sommes dans un état de droit. Je ne sais pas avec précision ce dont vous parlez, mais je sais que nous sommes dans Vous n'avez pas appris ça? Le parti Les Démocrates, à plusieurs reprises, a vu ces manifestations interdites, que ce soit dans la partie méridionale, dans la partie septentrionale, par des maires, ainsi de suite. Nous avons la liberté, la liberté d'expression, la liberté d'association au Bénin est garantie par les textes, mais ces libertés s'exercent dans le respect du droit positif, dans le respect des textes en vigueur, dans le respect de l'ordre public. Et si ceux qui sont garants du respect de l'ordre public, à un moment donné, estiment que telle manifestation ne doit pas avoir lieu, si les organisateurs n'ont pas respecté les textes, ou si les garants de l'ordre public ont des informations que vous et nous n'avons pas, n'allez pas leur demander d'autoriser la manifestation parce que vous n'êtes pas aux affaires. Ce qui est curieux dans ce cas. Vous n'êtes pas aux affaires et ils ont les oreilles plus larges que nous. Ils ont les services de renseignement à leur service, ce que nous n'avons pas. Donc, nous ne pouvons pas rester loin de tout ça là et condamner quoi que ce soit. Mais je sais que pour rien au monde, on ne peut pas interdire une manifestation pour la forme. Nous sommes dans un état de droit et ceux qui sont aux affaires sont des personnes assez responsables et ne peuvent pas interdire une manifestation comme ça. Mais je vois toujours des partis de l'opposition tenir des réunions. Toujours. Je les vois toujours se réunir, je les vois toujours s'exprimer. Ces derniers jours, ils se retrouvent plutôt à leur siège, mais on leur demande de ne plus se rassembler dans des lieux publics et tout. Mais ce n'est pas pour eux seuls. C'est plutôt curieux, non? Vos manifestations, les manifestations du parti siamois. Où est-ce que vous nous avez vus? Où est-ce que vous nous avez vus nous manifester? Non, mais dites-nous. Vous tenez des activités. Mais eux aussi tiennent des activités. C'est pas ces derniers jours. La plupart des activités. S'ils n'ont pas d'activité, pourquoi vous allez les forcer à tenir des activités? C'est vous qui avez élaboré le plan de travail? Non, pas du tout. Nous disons, vous savez, ce n'est pas de l'invention. Non. Nous avons vu les membres du parti Les Démocrates, ils ont tenu une conférence de presse. Ils ont alerté l'opinion que toutes les fois qu'ils ont initié des activités, eh bien, ces activités n'ont pas prospéré. Je ne suis pas sûr. Alors dites-nous, on veut comprendre. Je ne suis pas sûr. Est-ce a dit que cette formation politique ne respecterait pas les règles de la démocratie de la République? Et je vous ai dit que je ne suis pas sûr que ce soit vrai ce qui est dit. Et je vous ai dit, dans un état de droit, les manifestations de partis politiques et d'associations se font dans le respect de l'ordre établi des règles de la République. Et si une association respecte les règles établies, respecte la procédure donc si vous le dites comme ça, c'est que les démocrates n'ont pas respecté les tests. Moi, je ne sais pas, mais je vous dis forcément que si
les procédures sont respectées, si les tests sont respectés et que l'ordre public n'est pas menacé, je ne pense pas qu'il y aurait interdiction. Vous faites comment à l'Union progressiste Le Renouveau? Comment? Quand vous avez des manifestations, vous faites comment? Mais on respecte. Parce que jamais on vous a vu dénoncer le fait que vos activités ont été interdites, par exemple. Non, on connaît les lois de la République, nous sommes un parti responsable. Vos collègues démocrates ne maîtrisent pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne parle que de nous. Il y a des législateurs comme vous qui maîtrisent la loi, puisque la loi a finalement voté à l'Assemblée nationale. Mais ça ne vous dérange pas du tout que des manifestations soient interdites? Pourquoi vous avez fait des procès d'intention? Ne faites pas de procès d'intention. Moi, je ne suis pas là pour être gêné pour les autres, mais je sais pour moi que si nous, au niveau de notre parti politique, nous avons des activités à faire, nous respectons les procédures, nous faisons tout ce que la loi dit pour que nos manifestations n'aillent pas contre les lois de la République. Lorsqu'un député veut faire une reddition de compte, adresse une lettre même au maire pour dire je veux faire une reddition de compte à mes mandants dans un lieu. C'est ce qu'on vous a dit que vous répétez. Oui, c'est ce qu'on vous a dit que vous répétez. Vous ne connaissez peut-être pas les dessous. Vous connaissez les dessous. Je ne sais pas. Je vous ai dit forcément il y aura des dessous. On peut forcément si on est interdit, savoir qu'il y a quelque chose. Si les intéressés l'ont dit publiquement dans une conférence de presse, vous voulez qu'on aille chercher encore où à comprendre. Donc vous croyez tout ce que les gens disent dans une conférence de presse? Comme vous croyez, on croit sur parole. Non, je ne voudrais même pas que vous me croyez, moi. Je ne voudrais pas que vous me croyiez. Vous déroulez des mensonges ici? Moi, je ne mens pas, mais je dis, je ne vous force pas à me croire. Moi, je dis ce qui est. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Donc, vous ne croyez pas du tout en ce que les autres ont fait. Ils ont dénoncé qu'on interdit leur manifestation. Quand les gens sont dans leur rôle, il ne faut pas leur donner la communion sans confession. Allez, Franck, nous allons évoluer dans Zone Franche. Gérard Benonchi, pourquoi un colloque sur la conférence nationale de février 1990? Que recherche l'Union progressiste Le Renouveau? Alors, que recherche l'Union progressiste Le Renouveau? Ne recherche pas grand-chose, c'est une responsabilité nationale. Et vous savez qu'il est dit souvent, j'ai entendu Alain Foucault dire, nul n'a le droit d'effacer une seule page de l'histoire d'un peuple, parce que un peuple sans histoire est comme un monde sans âme. Et puis un peuple qui n'a pas d'histoire est un peuple sans avenir. Donc l'histoire d'un peuple est très importante. Et en tant que parti politique en responsabilité, nous avons le devoir sacré, au nom de la République, de ne pas banaliser cet acte inédit dont vous avez fait cas, la conférence nationale des forces vives de la nation. Nous avons intégré cette célébration, la commémoration de l'anniversaire, du 35e anniversaire de la conférence nationale, à l'intérieur des journées de l'Union, qui sont une activité du parti que nous célébrons. Nous sommes ensemble à la 2e édition. Nous avons voulu cette fois-ci incruster à l'intérieur de ce programme l'anniversaire de la conférence nationale des forces vives de la nation, pour nous permettre de replonger dans l'histoire, aller visiter cet acte historique qui a relancé le Bénin sur le chemin de la démocratie, où nous avons rompu avec un État dictatorial pour prendre l'option de la démocratie, pour prendre l'option du multipartisme. Nous avons voulu nous revisiter cette conférence aujourd'hui avec les acteurs que nous avons avec nous au niveau de notre parti. Il y a un conférencier qui a dit la plupart de ceux qui avaient assisté à la conférence nationale de forces vives à l'époque avaient en moyenne 50 ans. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas sûr que tous ceux soient en vie. Beaucoup sont passés de l'autre monde. Mais ce patrimoine qu'ils nous ont légué, la génération actuelle a l'obligation de le visiter, de se l'approprier, de le contextualiser et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui est à orienter autrement, les sujets qui ont été laissés en suspens, comment nous les gérons aujourd'hui pour pouvoir nous projeter dans l'avenir. Voilà pourquoi nous sommes allés, nous avons célébré cet anniversaire, mais aussi au nom de la République. Vous savez, cette conférence nationale des forces vives a permis d'unir le peuple béninois à l'époque autour de la notion de la réconciliation,
la paix. Et aujourd'hui, vous savez que la paix, c'est un élément précieux de la République. Sans la paix, aucun développement n'est possible. Donc, alors, voilà pourquoi l'Union progressiste du renouveau. Nous allons faire du cas par cas. On sait que, bien avant ce colloque, vous avez déroulé toute une série d'activités dans les mosquées, dans les églises, des prières par-ci, des prières par-là. Certains critiques pensent que c'est trop prétentieux de votre part, en tant que parti politique, d'organiser une activité comme celle-là. Un parti qui accompagne un régime qui, selon ces critiques, a quand même mis en berne un certain nombre d'acquis de la conférence nationale, les libertés syndicales, le droit de grève et bien d'autres questions. Vous avez parlé d'unité et de paix. Certains critiques pensent qu'aujourd'hui, ce sont des éléments que la gouvernance de Patrice Talon a mis à l'épreuve. Et donc, il ne vous revient pas, en tout cas, pour avoir accompagné les actions de ce gouvernement, à initier une telle activité. C'est ça. Merci beaucoup. C'est justement à cause de cette idée-là que nous sommes plus fondés même à organiser ce que nous avons organisé là, la célébration de la nuit. Parce que nul n'a le monopole de la célébration de l'anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. C'est un acte qui a réuni toutes les couches quand bien même de notre par le pays. Passé, on a entendu des discours de ruse, de rage, des discours politiques qui ont quand même émietté la classe politique avec la réforme du système partisan. Ce que vous allez faire, si vous me posez une question, vous me laissez développer, répondre. Et si vous avez des préoccupations, à la fin, vous pouvez me relancer. Allez-y. Vous avez tellement de bons développements qu'on a envie de vous relancer. Quand vous le faites ainsi, les gens ne vont pas bien nous suivre. D'accord, allez-y, honorable. Donc, je dis bien que nul n'a le monopole de cette activité qu'est le souvenir de la conférence nationale des forces vives de la nation, parce que c'est un acte, un patrimoine commun. Nul n'a le monopole. Donc, l'Union progressiste, le renouveau étant donc une composante très importante, premier parti politique du Bénin. Vous allez dire que c'est prétentieux de notre part de célébrer l'anniversaire de la conférence. Qui, mieux que nous, qui est bien positionné que nous pour parler des affaires de l'État? C'est nous. Nous sommes le premier parti politique. Et pourquoi? Nous sommes le premier parti politique du Bénin. De par les élections législatives, vous avez dit que ce n'est pas le monopole. Le monopole, même oui, parce que vous avez dit que vous avez dit que c'est prétentieux de notre part. Et je vous ai dit non. S'il y a des gens dans la République que vous pensez qu'ils peuvent célébrer cet anniversaire, nous sommes mieux placés parce que nous sommes le premier parti politique du Bénin. Donc, nous sommes légitimes. C'est ça ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, vous dites que nous ne sommes pas qualifiés pour célébrer cela, je vous l'ai dit, on est bien qualifiés. Nous soutenons l'action du gouvernement actuel. Et vous dites que ce gouvernement a mis à mal les libertés d'association, le droit de grève et autres. Mais non, je vais vous dire, ce gouvernement n'a mis à mal aucune liberté. Les libertés fondamentales, les libertés individuelles sont garanties par les lois de notre pays. Et je vous ai dit tout à l'heure que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et chacun est libre d'exercer la liberté que lui reconnaît la loi, mais il faudrait que ce soit dans les limites fixées par la loi. Ce n'est pas parce que on a pu arrêter des gens, juger des gens au nom des lois de la République, les envoyer en prison, que vous allez dire que cela c'est la faute de l'État. Non, ce n'est pas la faute de l'État. Si par exemple vous, journaliste qui êtes là, je vous regarde, moi, parce que je suis député à l'Assemblée nationale, j'invente quelque chose sur vous pour vous diffamer. Parce que je sais que j'ai un frère à Canal 3 ici qui est votre concurrent. Je souhaite qu'il prenne votre place. Et puis demain, vous voyez ce que vous n'avez jamais fait. Je l'annonce sur les réseaux que vous l'avez fait. J'atteins votre amour-propre. Je vous diffame. Et vous dites, comme vous êtes touché, saisissez la justice contre moi, portez plainte. Et on me condamne parce que je n'ai pas pu apporter les preuves de mes allégations. Est-ce que parce que je suis politique, on va dire que c'est une chasse aux sorcières?
on va dire, parce que je suis politique, ah, c'est le gouvernement qui m'a mis en prison. Ce n'est pas le gouvernement. Donc nous avons ces cas-là que les gens analysent à tort et à travers. Je viens au sujet du droit de grève. Ça veut dire qu'on a limité le droit de grève. On a supprimé le droit de grève dans certains secteurs vitaux parce que, vous prenez le secteur de la santé par exemple, où les grèves méchantes, inhumaines, communaient, où les médecins qui ont prêté quand même le serment d'Hippocrate, qui doivent soigner, abandonnent les malades par terre parce qu'ils sont en grève et les gens meurent. Nous étions dans une société qui est devenue inhumaine, qui tue ses fils. Vous auriez voulu qu'on continue ainsi. Nos enfants à l'école n'allaient plus à l'école, on n'encadrait plus nos élèves. Ils vont à l'école, ils reviennent quelques minutes après, ils restent à la maison. Qui n'est pas fier aujourd'hui de voir que nos enfants vont à l'école et les programmes scolaires se déroulent jusqu'à la fin et ils sont bien formés? Notre système éducatif gagne en crédibilité aujourd'hui et ceux conformes qui sortent quand ils vont à l'extérieur aujourd'hui, ils sont acceptés facilement. Ça, c'est des prouesses. Donc, dans certains secteurs vitaux, l'État a négocié avec les acteurs pour qu'il n'y ait pas le droit de grève. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le droit de grève que les gens n'ont pas leur droit. Ce qu'ils auraient pu revendiquer par des grèves, ils les ont aujourd'hui sans les grèves. Et nous n'avons pas supprimé le droit de grève totalement partout, mais le droit de grève a été encadré. Aujourd'hui, la liberté d'aller en grève existe, mais on a dit un certain nombre de jours dans l'année. Aujourd'hui, il y a des cadres de concertation, du dialogue social, où les travailleurs aujourd'hui rencontrent régulièrement le gouvernement, discutent, et ils ont ce qu'ils veulent sans être obligés d'aller à la grève. Les gens ont les augmentations salariales. Ils ont les primes aujourd'hui sans aller en grève. Donc c'est cela. Donc la grève, c'est l'arme utile. C'est le dernier recours. Ce n'est pas ça, celle qui est l'apanage du droit syndical. La grève, c'est une des armes, le dernier recours. Mais avant, à la moindre incartade, on brandissait... C'était utilisé. Oui, l'arme fatale. Donc, aujourd'hui, je pense que le droit de grève a été encadré, supprimé dans certains secteurs vitaux, et cela ne supprime pas pour autant les droits des travailleurs, parce que ceux qui doivent améliorer leurs conditions de vie, ils les obtiennent aujourd'hui sans être obligés d'aller... Il parle également disons, d'exilés politiques. Les gens sont partis parce que compressés, en tout cas, ils ne retrouvent pas véritablement un certain confort pour exprimer leur opinion politique au pays. On les a obligés à quitter le pays, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'aurais voulu, qu'en le disant, vous me citiez des noms. Mais il le dit ça chaque jour. Vous citiez des noms pour qu'on analyse ce qui les a poussés à aller s'installer à l'extérieur et proclamer qu'ils sont des exilés politiques. Qu'on analyse pour voir s'ils sont des exilés politiques. Les exilés politiques, c'est ceux qui sont inquiétés dans leur pays pour leurs opinions politiques. Et comment on décrète ça? Ça se décrète? Il y a un document qui approuve ça? Si c'est parce que vous critiquez le gouvernement qu'on vous embête, on se met à vos trousses et vous vous enfuyez, là on peut dire que vous êtes exilé politique. Mais quand vous prenez tous les cas dont on parle, c'est des gens qui ont maille à partir avec les lois de la République. C'est des gens qui sont interpellés par rapport à la gestion des affaires publiques, soit par rapport à des crimes économiques, et qui, parce qu'ils ont le manteau d'hommes politiques, se sont enfuis pour aller s'installer à l'extérieur, et on dit qu'ils sont des exilés politiques. Est-ce que c'est parce que... C'est une invention. Non, c'est une invention. Est-ce que c'est parce que quelqu'un politique a le manteau d'homme politique que quand il commet des infractions de droit commun, qu'on doit le laisser, on ne doit plus le poursuivre? Est-ce que c'est une société pareille que vous voulez qu'on érige? Mais et les autres citoyens qui n'ont pas le manteau d'homme politique, qui tombent sous les travers de la loi, commettent des infractions de droit commun, on les juge, on les met en prison tranquillement. Et même s'il y en a qui arrivent à échapper, à fuir, à aller s'installer à l'extérieur,
Parce qu'il y a beaucoup qui échappent au filet de la justice, mais eux, on ne les appelle pas exilés politiques. Parce que quelqu'un a le manteau politique, on dit il est exilé politique. De la même manière, je dis, il n'y a pas de prisonniers politiques au Bénin, je le dis. Je connais ceux qui sont en prison aujourd'hui, ceux dont on évoque souvent les noms pour dire qu'ils sont des prisonniers politiques. Moi, je ne pense pas, parce que si vous prenez chacun, vous allez dire, l'affaire qu'il a amenée en prison, c'est des infractions de droit commun. Est-ce que c'est parce qu'ils ont le manteau politique qu'on va dire qu'ils sont des prisonniers politiques? Non, je pense qu'on doit arrêter avec ça. Alors, quand dans un colloque, on examine ces pans de notre histoire, comment on arrive à situer le citoyen? Parce que finalement, on est un peu confus. Non, il faut dire que c'est la définition que vous avez d'exilés politiques, de prisonniers politiques, et les personnes qui réclament chaque jour qu'ils sont des exilés, qu'ils sont des prisonniers politiques. 35 ans après, on continue toujours pas à entendre cela. Comment on arrive à faire la différence? Ceux qui le disent, ils savent bien. Ils connaissent la définition que je viens de vous livrer. Ils connaissent cette définition, ils savent bien. Mais ils ont intérêt à embrouiller les populations au nom de la politique. Et je dis, c'est malsain. Et nous ne devons pas donc leur emboîter le pas, nous ne devons pas les écouter, parce que ça embrouille l'opinion. Et il faut faire la démarcation entre les infractions de droit commun, les crimes économiques et les infractions politiques. Les infractions politiques ou ceux qu'on peut appeler prisonniers politiques ou exilés politiques, c'est ceux qui, simplement parce qu'ils tiennent des discours qui vont à l'encontre du régime en place, sans qu'il n'ait aucune affaire de droit privé, qui les accable. On les poursuit pour les arrêter. Si ceux-là s'enfuient, on dira qu'ils sont exilés politiques, à la conférence nationale, on dira qu'ils sont prisonniers politiques. Vous êtes d'accord avec nous qu'à la conférence nationale, on a tourné tôt à ce genre de situation. Vous qui avez cité à l'Infoca, en faisant référence à ce que l'histoire représente, est-ce que de 90 à nos jours, après les conférences, nous avons connu des exilés politiques, des prisonniers politiques jusqu'à ce jour? Non, bon, moi je de votre connaissance de notre histoire politique, est-ce que nous avons connu, passant par le régime de Bouniaï et bien d'autres, est-ce que nous en avons connu? Bon, moi je n'ai pas la mémoire de ces choses, je ne sais pas. Peut-être que si on donne un nom, je vais voir, mais sinon, je n'ai pas à ma connaissance aujourd'hui qu'il y a des exilés politiques. Je vous donne des noms. Sous Bouniaï, nous avions entendu ça aussi. Patrice Talon en exil. Est-ce que c'était le cas selon vous? Alors, est-ce que Patrice Talon a été condamné pour une affaire de droit commun? Vous avez entendu ça? Il y a une seule condamnation contre Patrice Talon. Donc lui, il était en exil. Il était en exil. Donc, il y avait une affaire de tentative de coup d'État qui a été exhibée. Mais on dit, même s'il y a une affaire contre quelqu'un, il y a la présomption d'innocence. Et cette présomption d'innocence a prévalu jusqu'à ce que la justice, une juridiction bien établie, tranche et dise c'est un non-lieu. Il y a les décisions qui ont dit un non-lieu. Quand on dit un non-lieu, ça veut dire c'est une affaire qui n'aura jamais existé. Donc c'est comme ça que je le comprends. Si l'affaire n'a jamais existé, pourtant on l'avait pourchassé. Si l'affaire n'a jamais existé, si la justice dit il n'y a jamais eu une affaire pareille, et pourtant on voulait arrêter la personne, et la personne a pu... Elle était en droit de détaler, de partir. Non, c'est chacun, vous savez, chacun... examine la situation. Examine la situation. En fonction des réalités. Si vous n'avez aucune garantie, si vous savez que vous n'avez aucune garantie, et vous êtes sûr de vous-même, vous savez que c'est une affaire politique, vous pouvez vous en extirper. Mais alors, par la suite, il faut voir, est-ce que la justice a condamné? Moi, je pense, dans ce cas-là, je n'ai pas eu de condamnation. Pourquoi cette confiance-là n'a pas prévalu au moment où il partait pour d'autres destinations? La confiance qu'il a eue de la justice, qui a déclaré non-lieu d'une affaire. Pourquoi est-ce qu'au départ, il n'est pas resté pour répondre, pour rester... Vous allez lui poser la question lui-même. Alors, puisque vous en parlez très bien. Non, je n'en parle pas bien. J'ai dit ce que j'y comprends un peu, mais si vous voulez des précisions... Les autres aussi si vous voulez des précisions, la même chose que vous dites. D'ailleurs, on les entend.
On les entend dire qui n'ont pas suffisamment confiance en l'appareil judiciaire. Mais oui, ils ont raison de le dire. C'est pour ça qu'ils se réclament d'être exilés. Mais non, ils ne vont pas dire qu'ils sont exilés politiques. D'accord. C'est ce que je refuse. Si c'est une infraction de droit commun, il ne faut pas dire qu'on est exilé politique. On va évoluer. En résumant un peu les propos de Joseph Diogbenou, le président de votre parti, à l'ouverture des travaux, il dit qu'il faut un examen critique du passé, une évaluation lucide du présent et une projection constructive vers l'avenir. Qu'est-ce que vous y mettez concrètement quand vous faites aujourd'hui l'examen critique du passé, aujourd'hui ce qui se passe, et lorsqu'on se projette dans l'avenir, est-ce qu'on est fier d'être béninois? Merci. Pour répondre à cette question, il faut aller voir quelles ont été les grandes orientations retenues par la conférence nationale, voir quelle application nous en avons fait, et aujourd'hui, sur la base de ce que nous en avons fait, s'il y a des ratés, nous projeter sur le futur, dans le futur. Les grandes orientations qui ont été prises à la conférence nationale des forces vives de la nation, c'est, j'avais dit, la rupture avec le parti-État, le parti unique, le choix du multipartisme intégral, la rupture avec la dictature et le choix de la démocratie comme mode de gouvernance. Alors si je prends rien que ces deux volets, le multipartisme intégral dont nous avons hérité à la conférence des forces vives de la nation, quelle application nous en avons fait? Nous en avons fait une application irresponsable où nous sommes allés jusqu'à 278 partis politiques dans ce pays. Nous avions des partis de quartier, des partis de famille, des partis d'amis, des partis qui sont devenus des clubs électoraux sans ancrage national, des partis qui ont favorisé la corruption, qui ont favorisé la division des Béninois. Des familles se sont divisées à cause de la politique. Plusieurs partis politiques dans une famille. Et la classe politique, c'était tout autant d'éléments qui pesaient sur la bonne gouvernance. L'ensemble de la classe politique en a fait l'évaluation et a dit « ce n'est pas bon ». Je ne vois pas un seul homme de la classe politique d'aujourd'hui qui n'ait pas dit « ce n'est pas bon ». Si vous partez depuis l'Union fait la nation, leur déclaration d'Abomey, avec le pamphlet qu'ils ont publié, si vous en venez à Yaïboni, le président Yaïboni, il a dit dans son discours d'investiture qu'il faut réformer le système partisan. Il faut un nouveau code électoral qui interdise la transhumance politique. Si vous revisitez le discours d'investiture du président Adrien Mbedi en 2015, il a dit la même chose. Soit nous réformons le système partisan ou nous disparaissons. Parce que le modèle que nous avons expérimenté n'a jamais permis qu'un président de la République émerge à travers un parti politique. Donc c'était l'échec des partis politiques. Il avait dit ça, Adrien Mbedi. Il a dit ça. Lui-même. Mais oui, lui-même. Il fallait revisiter les discours. Moi, j'ai les discours. Donc, toute la classe politique, toutes tendances confondues. Il a fallu l'arrivée du président Talon, président de la République, qui a aussi porté cela. Et je me souviens qu'en 2016, l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle qui ont coalisé autour du candidat de la rupture, qui est Patrice Talon au deuxième tour, ont signé un mémorandum dans lequel ils ont exigé que la réforme du système partisan soit le premier chantier. C'est dedans. Et quand Patrice Talon est arrivé au pouvoir, il a voulu donner corps à ce projet. Et nous avons accepté, l'ensemble de la classe politique, nous avons accepté, d'où les lois successives que nous avons votées qui ont fondé la réforme du système partisan. Donc, ce que nous avons hérité de la conférence, la conférence nationale, nous avons vu les travers que cela recèle. Et nous avons décidé... l'expression d'une pluralité d'opinions politiques dans une démocratie. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas interdit. Nous n'avons pas renoncé au multipartisme intégral aujourd'hui. Dans la Constitution, c'est consacré encore multipartisme intégral. Sauf que nous avons voté dans le code électoral, on a mis des dispositifs
qui force les gens à aller vers des regroupements. Parce que soit vous acceptez de vous regrouper pour respecter l'esprit de la loi qui veut qu'on ait des grands ensembles qui ont un ancrage national et vous restez sur l'arène politique. Ou vous disparaissez. Ou vous disparaissez. Voilà. Est-ce que cela respecte l'esprit de la conférence? Vous avez dit forcer. Est-ce qu'on doit forcer des gens à intégrer des grands ensembles? Non, forcer, c'est peut-être le mot est trop fort. Je cherchais le mot pour inciter. J'allais dire, pour inciter les gens à le regroupement. Parce que de façon raisonnable, si vous analysez, vous-même vous allez voir que si nous n'allons pas vers des regroupements, nous allons disparaître. Si je prends rien que l'Union progressiste, le renouveau aujourd'hui, nous étions partis Union progressiste en 2018 avec un regroupement de 100 anciens partis politiques et de 80 mouvements pour fonder l'Union progressiste. Après cela, nous avons reçu plusieurs autres partis, dont LNA de Théophile Yarou, DUD de Valentin Diti Houdé, le PR de Nathanaël Koti, et le Bénin en marche de Adamandou Kouinou, le PRD, finalement, avec lequel nous avons fait la fusion. Vous avez vu, c'est plusieurs anciens politiques. Mais ce dernier cas, aujourd'hui, il semble qu'il ne parle plus le même langage que vous. Bon, nous n'avons pas été au niveau du parti, nous n'avons pas encore été saisis par un acte officiel qui dit que le PRD, l'ex-PRD, n'est plus avec nous, mais si son ancien président, le président de l'ancien PRD a pu tenir des propos, je pense que qui sème toujours la confusion. C'est des propos individuels. Hein? C'est comme ça. Nous l'avons analysé au niveau donc, de la haute direction politique du parti. Et nous sommes concentrés sur la construction du parti, sur l'installation des structures du parti, sur la formation des militants, sur tout ce qui... Vous travaillez à ce qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments? Non, ce n'est pas... personne n'a le pouvoir de changer les sentiments de quelqu'un, mais je sais que à ce jour, nous n'avons été saisis par aucun acte officiel qui prouve que les propos qui ont été tenus sont accompagnés d'intention de les traduire dans des actes. Donc, vous êtes en train de dire qu'il y a espoir que UP, le renouveau, reste toujours solide, avec à l'intérieur l'ancien PRD? L'UP, le renouveau, est unique. Unique. Il n'y a pas à l'intérieur de l'UP le renouveau un PRD. Il n'y a pas à l'intérieur de l'UP le renouveau une union fait la nation. Il n'y a pas à l'intérieur de l'UP le renouveau un MADEM. Il n'y a rien de tout cela. On a l'UP le renouveau, un point, un trait. D'accord. Voilà. À ce colloque, quand vous avez fait le point justement de notre marche politique avec ce que vous avez évoqué comme plus d'une centaine de partis politiques, aujourd'hui, est-ce que, même si la raison est justifiée, est-ce qu'on n'est pas allé dans un système trop serré aujourd'hui aussi? Vous dites trop serré. C'est ce que moi j'ai dit un jour à l'ambassadeur des États-Unis qui nous a reçus. Nous, les partis politiques compris, de la mouvance que de l'opposition, et on débattait sur ce sujet. Il disait que ce n'est pas trop corsé. Je lui ai demandé combien de partis politiques ils ont aux États-Unis. Il nous a répondu plusieurs partis politiques. Et j'ai dit, mais pourquoi à chaque élection, on n'entend parler que de républicains et démocrates? Il dit que les règles sont telles que ce n'est pas tous les partis politiques qui peuvent briguer des élus. J'ai dit, voilà, c'est un bon modèle. Nous aussi, on veut vous copier. On veut aller là. Nous sommes en marche vers là. Nous n'avons pas besoin de 1000 idées pour conduire le Bénin. Et nous disons, aujourd'hui, ceux qui sont dans l'esprit de la réforme du système partisan savent que si vous n'allez pas vers les grands regroupements, vous allez disparaître. J'ai vu hier un élément circuler sur les réseaux où le chef de l'État disait si les partis de la mouvance présidentielle se disloquent, ils vont perdre les élections. De la même manière, si les partis de l'opposition ne se regroupent pas, ils perdront les élections. C'est l'esprit des réformes. Aller au regroupement pour que nous ayons des partis à ancrage national, des partis présents dans toutes les circonscriptions pour pouvoir se préoccuper des besoins des Béninois de toutes les circonscriptions. Des partis qui forcent l'unité nationale. Donc voilà, c'est l'esprit. Ceux qui resteront dans l'esprit demeureront sur la scène politique. Ceux qui ne seront jamais pas dans l'esprit et auront encore les yeux dans le rétroviseur
disparaîtront. Alors, 35 ans après, certaines personnes réclament des assises nationales. C'est opportun à votre avis? Les assises nationales. Bon, moi je ne refuse pas que dans une famille, lorsque on a des difficultés, il faut aller sous l'arbre par l'arbre. Moi je pense. Et au Bénin, ce n'est pas ça qui manque. Nous avons fait la conférence nationale. Si nous avons pu le faire, ça c'est des assises nationales qui ont permis de recoller tous les morceaux de la République, de ressouder la nation. Et nous sommes repartis, on a dit, le renouveau démocratique. Mais après, récemment, en 2018, sous l'ère du président Patrice Talon, en 2018, nous avons tenu ce qu'on appelle le séminaire parlementaire sur la réforme du système partisan. Même si c'est fait par l'Assemblée nationale, ça a regroupé tous les acteurs du Bénin, de la société civile aux politiques, les universitaires, les cadres, tous étaient représentés pour réfléchir sur quel socle nous donnons à la charte des partis politiques. La charte des partis, la loi sur la charte des partis politiques est en discussion pour savoir quel type d'acteurs d'animation de la vie politique nous devons créer. Alors, moi, je pense que c'est une sorte d'assise nationale. Nous l'avons fait. Après cela, en 2019, nous sommes allés encore au dialogue politique. Vous vous souvenez? Où on a convié les partis politiques qui sont les seuls à même d'animer la vie publique, la vie politique. Sur 11 partis politiques régulièrement inscrits au ministère de l'Intérieur, qui étaient tous invités, 9 étaient présents. Je pense que c'est aussi une sorte d'assise nationale. C'est suffisant. Non, je parle et je dis, à l'époque, des recommandations de ces assises nationales, c'est ces recommandations qui ont été traduites en action, qui ont permis la relecture du code électoral, qui ont permis de réviser la Constitution, qui ont permis d'instaurer la loi sur le financement des partis politiques, qui ont permis de voter la loi sur l'amnistie, la loi d'amnistie, pour mettre en liberté tous ceux qui étaient en prison à cause des malheureux événements de 2019. Mais est-ce que nous allons passer tout notre temps à aller aux assises nationales? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sujet qui permet d'aller... Pourquoi ça gênerait? S'il y a des blocages, s'il y a des difficultés, il n'y a pas de blocage. Si nous nous chamaillons, on peut s'asseoir sur la parole à tout moment. Il y a blocage aujourd'hui. Ce que je note, c'est-à-dire on ne passe pas tout son temps à aller s'asseoir pour ne rien dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des revendications personnelles, individuelles, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt national. Donc, si je vous résume, ce n'est pas opportun aujourd'hui, 35 ans après. Pas opportun. Pas 35 ans après. Je dis que nous avons tenu des séances qui sont des sortes d'assises nationales. Donc, nous nous réunissons toujours. Oui, parce que même les pères fondateurs de la conférence, ils regrettent que rien ne reste plus de cette assise nationale de 90. Si, à côté des nombreuses réalisations, les questions de liberté posent encore problème, 35 ans après, pour eux, c'est que il ne reste plus rien. Ceux qui vous disent qu'il ne reste plus rien des résolutions de la conférence nationale, ils ne parlent pas du Bénin alors. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris les décisions de la conférence nationale. Et j'ai dit, si on les examine aujourd'hui, est-ce qu'il en reste quelque chose? Au moins sur le volet multipartisme intégral, vous avez vu, sur le volet de la démocratie, qui est l'état de droit, les libertés fondamentales, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces choses-là sont des réalités? Et oui. Et il y a un ancien chef de l'État au Bénin qui avait même qualifié notre démocratie de démocratie Nescafé. Si la démocratie va de pair, rime avec l'anarchie, la démocratie qui ne permet pas la croissance pour nourrir son peuple, alors là, c'est une démocratie Nescafé. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ces travers, nous les mettons de côté. Et ceux qui voient aujourd'hui la démocratie sans ces travers qui leur sont chers, disent qu'il ne reste plus rien des résolutions de la conférence nationale. Mais nous, qui sommes fiers de ce que la corruption a reculé au Bénin, on ne peut plus voler l'argent de l'État impunément aujourd'hui. La criette est là. On a peur de l'argent public aujourd'hui. On ne dépense plus inutilement l'argent public. Et aujourd'hui,
le Bénin, avec les réformes successives, est en train d'étonner le monde. Nous sommes passés d'un budget en 2015, avant l'arrivée du Patrice Talon, notre budget tournait autour de 1000 milliards sous Yahi, qui ont dit 1000 milliards votés, mais en exécution, c'était autour de 800 milliards. Mais avec Patrice Talon, depuis 2016 à ce jour, nous sommes à 3551 milliards. Et l'exécution régulièrement est à 100%. Ça fait que nous comptons sur nos propres forces aujourd'hui et nous gérons l'argent que nous trouvons de façon parcimonieuse et les routes, les infrastructures qui font que le Bénin, dans beaucoup de domaines, est classé aujourd'hui premier en matière de transparence budgétaire, premier en Afrique de l'Ouest en matière de transparence budgétaire, en matière des dépenses fiscales, premier en matière de la qualité des infrastructures routières et portuaires, premier en matière donc de la qualité du service du tourisme. Ça, c'est pas de fierté, ça. Bien noté par des agences de notation, BB-. Vraiment, nous devons être fiers de ce qui se fait au Bénin aujourd'hui avec l'expérience de Glodjibé où le secteur secondaire est en plein essor avec l'industrialisation, où le taux de croissance dans ce secteur tutoie aujourd'hui les 8,5%, même si en moyenne, notre taux de croissance est autour de 7,2% à fin 2024. Mais c'est pas rien. Malgré tout cela, qu'est-ce qui justifie, à votre avis, ces plaintes-là dont vous êtes informés, dont nous sommes informés? Les gens se plaignent, non pas pour l'intérêt supérieur de la nation, mais pour les avantages personnels qu'ils n'ont plus. Je suis sûr que c'est ça. Si c'est le Bénin, c'est cet ensemble qui peut si c'est le Bénin, l'intérêt supérieur du Bénin, on ne va pas dire qu'on ne voit rien. D'accord. On vous aura compris, honorable Gérard Benonchi. Il nous reste encore quelques petites minutes et 3 questions. Alors concrètement, quelle contribution apporte ce colloque au débat national sur l'avenir de notre démocratie? Alors ce que ce colloque apporte, c'est que, nous nous approprions d'abord, l'Union progressiste Le Renouveau s'approprie les orientations qui ont été faites à la conférence nationale des forces vives de la nation. Voit aujourd'hui ce qui a manqué, ce qui n'a pas été dit à la conférence des forces vives de la nation, c'est le volet économique qui n'a pas été abordé à la conférence des forces vives de la nation. Mais le volet économique a été donc pris à bras le corps par le président de la République, Patrice Talon, depuis son arrivée au pouvoir. Et ce volet économique, tel que je viens de vous le dire, avec les réformes qui ont commencé à produire leurs effets depuis, et que malgré Covid-19 2020, nous sommes restés parmi les 11 pays du monde à avoir un taux de croissance positif. Tous ces résultats aujourd'hui qui honorent le Bénin ne doivent pas être abandonnés. Donc l'Union progressiste Le Renouveau se positionne en partie responsable qui puisse donc s'approprier tout cela et faire pérenniser cela. Et une des recommandations phares donc, de notre colloque, justement, j'allais vous poser la question sur la recommandation, d'inviter tous les militants de notre parti à être les relais de ces avancées dans leur communauté respective. La bonne gouvernance doit être dans tous les domaines, jusque dans toutes les communautés. Et c'est cela que nous voulons. C'est pour cela que nous formons régulièrement le militant pour qu'il puisse maîtriser ces choses, pour que nous nous positionnons en tant que parti qui pourra véritablement pérenniser les acquis de la bonne gouvernance instaurée depuis 2016 et les amplifier. Parfait. Qu'est-ce que vous voulez faire pour faire partager ces résolutions-là, certainement très importantes pour vous, avec l'ensemble des autres composantes de la classe politique, de la vie, enfin, du développement de notre pays? Oui, ben nous communiquons, nous le disons ici maintenant, les gens sont informés. Pour nous, nos militants, nous les formons. Nous formons des cadres de notre parti pour être à même de conduire les affaires publiques. Donc tout cela se positionne comme étant des acteurs qui acceptent de s'approprier toutes ces avancées et de les pérenniser. Le Bénin s'apprête à vivre un moment important de son histoire politique. Je pense aux élections de 2026. C'est tout nouveau, on parle d'élections générales. Comment, à l'Union progressiste Le Renouveau, on entrevoit ce virage? Oui, ce virage, nous l'espérons bien, qu'il se passera bien. On va bien le négocier. Et c'est pour cela que, malgré que nous ne sommes pas favorables à l'audit du fichier électoral, nous ne condamnons pas
si tant que cela peut permettre de négocier le virage de 2026 sans accroc, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Alors, autre chose à l'Union progressiste, le renouveau, c'est que nous nous préparons. Vous aurez un candidat? Mais forcément, un parti politique, son essence, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. Un parti politique, il y en aura plusieurs à la mouvance. À l'ère de la réforme du système partisan, ne saurait dire qu'il n'aura pas de candidat. Chaque parti a pour ambition d'avoir un candidat. Et au niveau de la mouvance, nous avons 2 partis politiques. Les partis ambitionnent d'avoir un candidat. Je dis chaque parti ambitionne et bien d'autres partis. Chaque parti ambitionne. Mais on peut changer demain. Non, d'autant que le code électoral prévoit que les parrains potentiels parrainent le candidat investi par le parti politique ou le candidat du parti avec lequel leur parti est en accord de gouvernance. Dès lors que c'est prévu, on ne peut pas l'occulter. D'accord. La loi a prévu cela. Ça peut arriver. Aujourd'hui, vous en êtes où dans le choix de votre candidat alors? Non, le choix de notre candidat... Ça serait vous? Non, pas du tout. Nous avons un président, nous avons plusieurs talents dans le parti politique. Vous n'avez pas cette ambition? Non, pas tout de suite. Mais au moment venu, le parti s'asseyra et verra celui qui, parmi nous, peut porter le flambeau. Voilà. Gérard Benonchi, il est membre de la haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Le secrétaire général du parti. Le secrétaire général du parti, oui. Député à l'Assemblée nationale, président de la commission des finances. Il a passé 1 heure avec nous sur Zone Franche pour nous expliquer les tenants et aboutissants de ce colloque organisé par son parti sur le thème des systèmes démocratiques en Afrique, le cas du Bénin 35 ans après la conférence nationale, une activité qui est inclue dans les journées de l'Union. Gérard Benonchi, à bientôt pour d'autres discussions. Merci. Merci, plaisir. Guédénon, merci aux téléspectateurs et à très vite.